Bonjour, moi je m'appelle Cassandre, j'ai 20 ans et j'ai commencé TikTok à 16 ans et j'ai rencontré mon copain sur Tinder. L'ordinateur s'installe chaque jour de plus en plus dans notre vie quotidienne. Et quand vous aurez le dos tourné, vos enfants vont s'en donner à cœur joie. C'est drôlement bien, hein? Vous pourrez appeler partout, de n'importe où. Internet, c'est en quelque sorte un centre de documentation à l'échelle de la planète. C'est pas génial, ça? Des dépendances comme la drogue, c'est dépendant à ça. Avec cet effet de boule de neige, ils vont entrer dans ce qu'on appelle les bulles cognitives, c'est-à-dire rester entre personnes qui pensent de la même façon. Alors là, mon père, il va pas en revenir. Ils ont entre 7 et 18 ans, le digital, ils sont nés avec. Parfois, ils le subissent, souvent, ils le subliment. Codes sociaux, rapport à l'autre ou à soi, tout est revisité, repensé, questionné. Ils seront les utilisateurs et les concepteurs des réseaux, algorithmes et innovations de demain. Dès aujourd'hui, leurs opinions, leurs doutes et leurs rêves nous éclairent. Tout est question de philosophie, même les codes les plus binaires. À nous de penser et de repenser ces mondes qui nous effraient ou nous fascinent. Parfois les deux. Bienvenue dans Philosophie, le podcast qui donne la parole aux jeunes générations sur leur rapport au digital et qui encourage leurs aînés à ne pas faire la sourde oreille. Animé par Marilyn Perronnet, fondatrice de Digital School, et moi-même, Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche. Deux voix peuvent en cacher une autre. Derrière Philosophie, il y a, comme vous le savez, Marilyn Perronnet, moi, mais aussi mon associé, Thomas Benzazon, qui meurt toujours d'envie lui aussi de poser des questions à nos invités. Aujourd'hui, c'est avec lui que je partage le micro. Salut Thomas. Salut Solène, salut Cassandre alias Cassandrion. Je suis un peu comme les joueurs remplaçants qui attendent sur le banc de touche pendant des épisodes et des épisodes, c'est enfin le grand jour. Cassandre, merci d'avoir accepté de te prêter au jeu de nos questions. Donc, comme tu nous l'as dit, tu as 20 ans, tu t'es lancée sur TikTok à 16 ans, puis tu as arrêté, puis tu as repris à 18 ans. Et aujourd'hui, tu as un peu plus de 60 000 followers et tu te destines, et tu vas certainement nous en parler plus tard, à une jolie carrière d'influence à sa manière, celle de professeur des écoles. C'est ça, oui. Alors pour beaucoup, TikTok, c'est juste un réseau social où on voit danser des ados et des jeunes adultes. C'est plus que ça? Aujourd'hui, oui. C'était depuis quand TikTok est devenu TikTok, donc en 2018, parce qu'avant ça s'appelait Musical.ly. C'était vachement ça. Mais maintenant, depuis le premier confinement, là où il y a beaucoup plus de personnes sur TikTok qui ont installé TikTok pour s'occuper, il y a beaucoup plus d'humour sur TikTok ou des vidéos drôles, il y a de tout. La création est arrivée avec les utilisateurs. C'est ça. Avant sur Musical.ly, on trouvait beaucoup du playback, il y avait pas beaucoup de danse, c'était vraiment juste pour chanter, poser son image sur la voix. Et après, ça a été des danses et après, ça c'est tout. Et c'est ce qui t'a plu, toi, au départ, le côté chant? Oui, après moi, quand j'ai commencé TikTok, c'était avec ma sœur, ça s'appelait Musical.ly. Donc c'était en 2016, on s'est lancées toutes les deux. On a été un petit peu influencées par... Grande sœur, petite sœur? Petite sœur, elle a 2 ans de moins que moi. Et donc elle avait 14 ans, elle. Et on suivait deux jumelles qui s'appelaient Lisa et Lena. Je pense que beaucoup connaissent, ceux qui sont sur Musical.ly depuis longtemps en tout cas. Et on a été inspirés parce qu'elles faisaient des petites chorégraphies, mais vraiment c'était pas comme aujourd'hui on peut voir sur TikTok, mais du coup ça nous a beaucoup inspirés et on a décidé de les copier un petit peu, de faire comme elles. Et on s'attendait au succès à cette époque, comme elle avait des millions d'abonnés. Bon, ça a pas beaucoup décollé, mais on s'amusait et puis ça nous occupait. On s'est lancé en plus en été, donc pendant les vacances on s'amusait. Et après on est un peu passé à autre chose quelques mois après. Mais du coup, je suis revenue toute seule. Et qu'est-ce qui a fait, parce que tu dis, on s'attendait à ce que ça explose, donc tu as repris après, et qu'est-ce qui a fait que ça s'est emballé sur ton compte? Je sais plus si c'est le 3e ou le 4e que j'avais fait toute seule. Il avait fait plus de... 170 000, je crois. Ouais, voilà, plus de 100 000, j'allais dire. C'est ça, il y a 170 000 vues, du coup. Et j'ai pas du tout compris pourquoi, parce que j'avais même pas 1000 abonnés encore. Et j'en avais même pas 500, je pense. Et d'un seul coup, en plus,
trucs totalement débiles. C'était même pas du playback, et j'avais repris une partie d'un épisode de Super Nanny, Ouais. ou une partie drôle, et du coup je l'ai mis en scène dans ma cuisine parce que ça parlait de pâte au sucre. Et voilà, c'est à 170 000 vues, j'ai pas trop compris, j'ai passé les plusieurs milliers d'abonnés comme ça, et j'ai passé les 10 000 avec un autre TikTok qui a fait 700 000 vues un mois après, alors que j'avais pas beaucoup d'abonnés, enfin... Comment on gère cet afflux de likes, d'intérêts soudains d'inconnus? Ça fait peur, même si en secret on en rêve un peu tous, on se dit ça serait bien d'avoir plein d'abonnés, si ça m'arrive je serais trop content, mais quand ça arrive vraiment, on se dit mais je vais faire quoi? On se dit vraiment mais si ça continue comme ça et que ça s'arrête pas, parce que TikTok ça peut s'arrêter, l'algorithme je sais pas trop comment il fonctionne, mais tu peux avoir des centaines d'abonnés d'un coup, parce qu'il y a une de mes vidéos va être partagée dans plein de fils d'actualité, et d'un seul coup, d'une minute à l'autre, ça va s'arrêter, se stagner, parce que la vidéo aura fini d'être partagée par l'algorithme, et du coup, tu sais pas quand ça s'arrête, et tu dis, mais si ça s'arrête pas, je fais quoi après? Il y a une forme de pression. C'est ça. C'est après, tu te dis, mais jusqu'où ça va aller? Et quand tu passes le cap de 1 millier en plus, tu te dis, mais c'est là que tu te dis, oui, déjà 1 millier en plus. Et ça s'arrête pas, et tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand ça s'arrête, t'es partagé entre j'aurais bien aimé que ça continue, parce que c'est un peu frustrant que ça s'arrête net, mais tu te dis, ouf, enfin, je peux souffler, ça s'arrête. Il y a un truc, je crois, dans le cerveau qui s'injecte quand on voit des likes apparaître sur ces écrans. C'est un shot de dopamine. C'est assez proche d'une drogue, et c'est ce qui fait qu'on en redemande. Et la rechute est difficile aussi. Est-ce que cette pression dont tu parlais, elle t'amène à presque être prêt à tout, à consacrer encore plus de temps, à être encore plus créative, quitte à mettre d'autres choses de côté pour conserver cette dopamine qui arrive dans le cerveau? Oui, quand on voit que par exemple les 3 derniers TikTok ont beaucoup plu, que ça fait beaucoup de likes et ça motive à en refaire. Et enfin moi je sais que il y a un moment où je faisais très très peu de vues. Enfin, je faisais 200 vues alors que j'avais plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, et je sais pas, l'algorithme faisait que j'étais plus du tout partagée. Et j'étais un petit peu motivée, j'ai arrêté peut-être pendant 2 semaines d'en faire, même parfois plus, parce que je me dis bon de toute façon personne va les voir. Et parfois j'en faisais parce que je continuais de les regarder, et du coup ça me donnait envie d'en faire, mais l'envie de les partager n'était plus vraiment là. Genre je les gardais dans mes brouillons, mais pour moi je me dis de toute façon personne va les voir, ça sert à rien, je les partage. Et après ça reprend. Et puis mais c'est vrai que quand on a un retour dans les commentaires, on a vraiment un retour écrit des personnes, mais quand on a des likes et des abonnés, même si les gens ne prennent pas le temps de commenter, c'est un retour, c'est quand même un retour, et ça fait plaisir de l'avoir, quoi. Et est-ce que ce nombre de likes, ce nombre de vues, ça t'a permis d'avoir plus confiance en toi? Oui, dans le sens où je vois que ça plaît, parce que quand tu fais quelque chose, bon, ça peut te plaire à toi, mais tu dis, ça se trouve, les gens, ils s'en fichent complètement, ça va pas du tout leur plaire de regarder ça. Et du coup, oui, ça donne confiance. Du coup, tu te dis, ce que je plais, ça fait, donc ça donne envie de continuer de le faire, quoi. Ce que t'expliquais il y a quelques instants, c'est que parfois l'algorithme est incompréhensible, et que finalement un même contenu qui te plaît à toi peut un jour être vu par des milliers, des millions de personnes, et le lendemain par peut-être 2, 3 ou 4. Et est-ce que l'important, c'est pas finalement que ça te plaise à toi? Ah si. Après, moi, je sais qu'il y a des TikTok qui fonctionnent mieux que d'autres, parce que ça va inciter à regarder jusqu'au bout. Tu vas faire durer le suspense, donc les gens vont regarder, et l'algorithme TikTok va faire que, comme la plupart des gens regardent jusqu'au bout, il va considérer ça intéressant, donc il va le publier à plus de personnes. Mais après, c'est quoi justement les recettes pour générer de la vue selon toi? Et de l'intérêt peut-être au sens large. Oui, tout à fait. Après, quand les gens cherchent à faire des vues, ça se voit. Ouais. Donc souvent il y en a qui font ce qu'on appelle une boucle parfaite. Ça veut dire qu'on se rend pas compte quand est-ce que le TikTok se termine et recommence, et du coup tu peux être devant le TikTok 3 fois d'affilée, tu t'en rends pas compte.
Et en fait, l'algorithme, il considère que le TikTok a été regardé 3 fois par la même personne, et du coup, c'est un contenu hyper intéressant. Et du coup, il est propulsé à des millions de vues juste parce que il a fait une boucle parfaite. Super intéressant. Ouais. Et c'est une chose que j'ai jamais réussi à faire d'ailleurs. Mais mais oui, il y en a qui arrivent très bien à faire ça. Ou il y en a qui en description bon, ça m'arrive de temps en temps de le faire, mais en description qui disent par exemple ce qui s'est passé à la fin sans trop en dire. Du coup, les gens ils vont rester jusqu'à la fin pour voir de quoi je parle dans ma description. Et après, par exemple, je me suis fait un bleu en tombant. Et que je tombe juste à la fin, bah du coup les gens ils vont voilà, c'est ça. Ils vont regarder jusqu'à là. C'est ça. Et où est-ce que tu vas chercher ta créativité, ton imagination pour créer ces différentes vidéos? Je regarde beaucoup de TikTok. Ouais. Et du coup ça m'inspire, mais des fois je vais reproduire à l'identique quand c'est une chorégraphie inventée par quelqu'un d'autre, je vais la refaire, voilà. Mais parfois il y a des idées où au début je vais dans mon esprit, je veux la faire à l'identique. Puis en fait, j'ai une idée qui va la modifier, une autre idée. Puis finalement, je m'en suis inspirée, mais c'est pas spécialement ressemblant. Et je m'inspire des autres. Après, parfois je vais faire à l'identique et parfois, mon imagination va faire que ça sera totalement modifié. Et voilà. Et certains sont déjà inspirés de vidéos que tu avais pu faire? Oui, c'était pendant le premier confinement, je crois que j'avais fait une danse à moi parce que j'avais que ça à faire pendant le premier confinement et j'avais jamais pris le temps de le faire et il y avait quelques personnes qui l'avaient repris. Bon, elle a pas buzzé non plus, hein, mais quelques-uns de mes abonnés qui l'avaient repris, donc ça fait toujours plaisir. Et il y en a beaucoup plus trop maintenant. En même temps, je fais plus trop des TikTok pour faire des duos, mais parfois il y en a qui font des duos avec mes TikTok et du coup c'est pas ils sont un peu inspirés par ce que je fais pour eux faire le duo, répondre, etc. Donc, Cassandre, ton nom de scène, si on doit l'appeler comme ça, c'est Cassandrion. Oui. Donc on connaît tous l'histoire de Cendrillon où passé minuit, le carrosse se transforme en citrouille. C'est un peu ça. Tu es très présente, hein, on l'a bien entendu sur les réseaux Insta, TikTok, où tout paraît carrosse. Est-ce que parfois, dans ce monde de filtres, de paillettes, il arrive que les choses redeviennent citrouilles? Pour moi, non. Parce que je suis pas spécialement en contact avec d'autres influenceurs parce que je sais que sur TikTok ils font ce qu'ils appellent des house, ils se regroupent entre eux et depuis qu'il y a ça, il y a beaucoup on dirait de la télé-réalité. Voilà, c'est des histoires de télé-réalité qui se passent et c'est agréable à suivre, hein, ça donne ça donne de l'action un petit peu. Oui, je les suis. Ouais. Après c'est comme une série en fait. C'est ça. Et sauf que je pense que on te tire vachement dans le dos facilement dans ce genre de projet. Et moi, je suis en contact avec personne. Enfin, avant le confinement, si, parce que j'avais moi-même pris l'initiative de faire un petit meet-up sur Amiens, donc la ville où je vis, parce que en fait, moi j'étais à des lustres de m'imaginer organiser ça, sauf en commentaire on me le demandait beaucoup. Donc je me suis dit ça fait quand même 2-3 mois qu'on me le demande, je vais essayer de faire quelque chose. Et je me suis dit je me vois pas organiser ça toute seule, du haut de mes 40 000 abonnés à cette époque-là. Donc je me suis dit je vais être ridicule quoi. Et donc j'ai fait ma petite recherche et j'ai regardé qui avait d'autres comme de TikTokers à Amiens avec quelques dizaines de milliers d'abonnés aussi. Et du coup, on s'était retrouvés à 5 à faire un petit meet-up. Donc dommage, il a plu, donc il y avait moins de monde que prévu. Mais il y a quand même quelques personnes qui sont venues nous voir et ça m'a permis, même s'il n'y en a pas beaucoup, ça permet de rencontrer des gens qui te suivent. Et c'est toujours une expérience assez sympa. Et tu as fait des rencontres ou est-ce que tu as eu des opportunités via TikTok? Des opportunités. Tu penses à des marques? À des marques ou des partenariats ou... Oui, j'ai fait quelques partenariats avec TikTok. Je commence à en faire un petit peu. Mais sinon, tout ce qui est opportunité, c'est plus avec Instagram que ça se passe. Ouais. Parce que aujourd'hui, sur TikTok, 60 000 abonnés, c'est vraiment pas beaucoup parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes sur TikTok avec beaucoup d'abonnés. Donc 60 000 abonnés, c'est pas vers nous que les marques se tournent généralement. Et sur Instagram, parce que ça reste une question intéressante.
Sur Instagram, j'ai 7400 et quelques abonnés et je suis sur une plateforme de micro-influenceurs. J'en suis sur 3 et du coup, j'ai l'opportunité de faire plus de partenariats parce qu'en fait, on a une sorte de ce qu'ils appellent le free store et c'est les marques qui postent leur campagne. Donc si par exemple une marque qui va poster une campagne et elle va dire je fais une campagne pour un sac et si ça m'intéresse et que les conditions de la campagne m'intéressent aussi, je dis je veux bien ce sac et faire ce que vous me demandez de faire. Et souvent on est assez libre, on n'a pas de texte à dire, à écrire. Sinon mais tu t'appropries le produit, message, la campagne. C'est ça. Tu as le droit de dire si ça te plaît pas? Oui, c'est pas. Il y a quelques marques qui demandent à donner un avis favorable du produit, mais quand je sais pas si ça va me plaire, du coup, j'accepte pas. Je vois pas l'intérêt sinon de recevoir le produit et d'en parler si je peux pas dire ce que j'en pense. Donc oui, il y a des fois, je passe à côté des campagnes intéressantes dans le sens où j'aurais bien aimé ce sac ou ce produit, mais si c'est pour mentir à tout le monde, ça m'intéresse pas non plus. Parce que après, je perds en crédibilité si quelqu'un achète sous mes conseils et que en fait, c'est pas du tout comme j'ai dit. C'est pas le but non plus, quoi. Alors, c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu disais, quand on voit qu'il y a des vidéos sur TikTok qui sont faites juste pour faire du like, ça se sent. J'ai envie de donner un vrai avis et de ne pas manquer de sincérité, finalement, face à tous ces followers. C'est important pour toi, cette sincérité? On peut la retrouver sur les réseaux autant que dans la vraie vie? Oui, parce que, sur les réseaux, si je cherche à faire des likes, je sais que ça va se voir parce que moi, je le vois chez les autres. Donc, les autres sont pas plus bêtes que moi. Et les gens que je suis et je vois qui font ce genre de choses pour avoir des likes et tout, à mes yeux, ils perdent en crédibilité. Ils font des partenariats, c'est cool, mais j'irai jamais acheter sous leurs conseils. Donc je me dis, moi, je veux quand même garder une relation de confiance avec mes abonnés, puis avec les gens dans la vie de tous les jours aussi, quoi. Si on pousse cette idée d'authenticité, c'est vrai que quand on regarde les réseaux sociaux, dans ces fils d'actu, on a l'impression qu'il y a un vernis magnifique, un arc-en-ciel permanent où tout est beau, tout le monde est heureux. Est-ce que ça veut dire que par souci d'authenticité, soit tu vas dire ou montrer quand ça va pas, parce que ça peut arriver à tout le monde dans certaines périodes, ou est-ce que c'est des moments où tu vas moins poster? Je vais moins poster, même des fois m'absenter plusieurs jours, même des fois ça peut durer plus d'une semaine. Alors, rien poster du tout, ni en post, ni en story. Bon, en post ça arrive souvent plus d'une semaine, mais je poste en story à côté, donc voilà. Et je reviens après et je dis que, je reviens pas comme une fleur, comme si rien ne s'était passé. C'est si j'ai posté parce que j'avais juste pas envie ou parce que j'étais pas spécialement bien, je reviens, je le dis. Tout le monde sait pourquoi j'étais pas là pendant quelques jours, quelques semaines et voilà. Après dans mes stories Instagram. Je l'ai fait 2 fois là et j'ai ouvert des boîtes à questions et j'ai dit que ce que j'appelle les boîtes à questions, c'est que on peut te poser une question. On peut me poser une question directement en story, j'appelle ça les boîtes à questions, mais je sais pas du tout si ça s'appelle comme ça. Mais pour demander aux gens comment eux ils vont et vraiment avec la situation actuelle et je me dis si vous allez très bien, vous pouvez me dire que vous allez très bien, c'est pas le bureau des plaintes, c'est pas voilà juste comment vous vivez la situation et tout. Et alors? Et il y a des gens qui le vivent très bien mais j'ai eu du coup beaucoup de retours que j'ai partagés aussi parce que si quelqu'un va pas très bien dans son coin et voir qu'il est pas tout seul à pas aller bien et que les autres ont le même problème, ça peut aider aussi. Et du coup, j'ai pu parler aussi beaucoup dans mes messages privés à des personnes, etc. Donc c'est ça aussi que j'aime bien avec les réseaux, c'est que je suis là pour aussi un peu aider les autres. Donc il y a ce qu'on affiche et puis il y a ce qu'on échange aussi en DM, en message privé. Ouais. Et qui permet de démultiplier plutôt que juste d'être dans son coin. Ouais, c'est ça. Avec les gens qu'on fréquente en cours, par exemple. En parlant de cours, tu nous... Belle transition. Je disais en introduction que tu es en formation pour devenir professeur des écoles. Oui. Est-ce que c'est un sujet pour toi que tes élèves, un jour, tombent sur ces vidéos ou voir que demain, tu vas peut-être avoir en classe des enfants de parents qui t'ont suivi sur TikTok ou sur Instagram. Comment tu te positionnes par rapport à ça ? Ça me dérange pas parce que je fais pas du contenu que j'assumerai pas dans 5 ans, 10 ans. Bon. Avec du recul, des vidéos que j'ai postées il y a 2 ans, je fais
aujourd'hui, je les posterai pas, mais elles sont pas critiques au point où je veux les cacher, ou c'est juste qu'on grandit, on fait pas les mêmes vidéos que quand il y a 2 ans, c'est normal. Mais non, ça me dérangerait pas, parce qu'en plus je suis 2 filles, j'ai plus du tout les noms en tête, mais aujourd'hui elles sont jeunes professeurs et elles font des centaines de milliers d'abonnés sur TikTok. Et au contraire, elles sont là pour donner des conseils, les petits tips pour les parents, pour faire les devoirs, pour elles adaptent leur contenu à leur situation actuelle et aux outils sur lesquels leur audience est. C'est ça. Donc si dans quelques années, mes quelques milliers d'abonnés peuvent servir à aider les autres dans leur scolarité, je changerai mon contenu. Et puis non, ça me dérange vraiment pas. Alors en tant que joueur remplaçant, moi je remplace Marilyn. Mais elle est quand même un peu avec nous. Qui est quand même un peu avec nous. Elle avait une question pour toi, je te propose de l'écouter. Bonjour Cassandrion, c'est Marilyn. Alors j'ai entendu dire que quand tu serais grande, tu travaillerais dans l'éducation. Alors j'avais une question pour toi. Est-ce que tu crois que plus tard, dans l'éducation, tu pourrais être accompagné d'un algorithme ou d'une intelligence artificielle? Voilà, bel enregistrement. Alors moi, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui me fait peur de base. C'est quand je vois qu'il y a des machines qui peuvent réfléchir à notre place. C'est quelque chose qui me fait déjà peur de base. Je me dis, mais on n'a jamais fini d'évoluer, et je me dis, mais dans 50 ans, ça sera quoi? Mais après, je me dis 50 ans en arrière, si on parle de ce qu'il y a aujourd'hui, ça serait paniquant aussi. Donc aujourd'hui, je serais un peu perplexe, mais si dans 20 ans, c'est comme ça qu'on enseigne et que je ferai avec, et puis je pense que je me serais fait l'intelligence artificielle qui m'accompagne, quoi. Alors, si ça peut te rassurer, on a eu des plus jeunes que toi à qui on demandait s'ils se verraient enseignés par un robot. La réponse globalement était quand même pas 100%, mais presque non, parce que le robot n'a pas l'émotion de ma maîtresse ou de mon professeur. Ouais, oui. On parlait d'influence tout à l'heure avec Instagram, TikTok. Est-ce que c'est aussi un peu le rôle du professeur d'influencer, selon toi? Je vais aller plus loin, pardon, je te coupe, mais dans cette idée de rapport aux réseaux sociaux, c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, parce que ça pose des questions, c'est plein d'opportunités, ça soulève aussi beaucoup de craintes. Toi qui es la TikTokeuse d'aujourd'hui, demain quand tu seras professeur, est-ce que tu penses que c'est ton rôle aussi d'expliquer les usages, comment on s'informe, comment on reçoit l'information, comment on se représente en tant que personne, comment on échange avec autrui à travers ces outils? Oui, ça sera totalement mon rôle, et je me serais familiarisée déjà avec ça, donc et eux, ils seront pas sans devoir utiliser les réseaux sociaux ou même la technologie en classe. C'est déjà d'actualité, donc quand moi j'enseignerai, ça le sera encore plus. Et oui, c'est mon rôle de leur apprendre à bien utiliser la recherche d'informations et les réseaux sociaux. Pour conclure sur toute cette partie TikTok, on a beaucoup d'enfants, d'ados, de jeunes adultes qui nous écoutent, mais on a aussi leurs parents. Tes parents, ils en disent quoi, toi, de tout ça? Quand je me suis relancée sur TikTok, je l'ai pas spécialement dit à ma mère. J'avais 18 ans, je faisais quelques vidéos, voilà. Elle appelle la notif. Non. Et elle était pas du tout sur TikTok. Et elle y est aujourd'hui? Oui, mais bon, elle y va une fois tous les 2 mois, quoi. Quand elle se rappelle que ça existe. Mais au début, elle me disait perds pas ton temps à faire ça, quoi. Enfin, ça t'apporte quoi de faire ça? Et je sais pas, ça m'amuse. Ça m'amuse de le faire. Et elle me fait oui, c'était pas très crédible à faire ça, etc. Et quand je lui ai montré des personnes qui ont réussi avec TikTok, et en plus quand je lui ai montré, c'était pas très courant encore à ce moment-là, elle fait ah ouais, en fait continue, machin. Donc bon. C'est quoi réussir? Réussir, moi je lui ai montré Léa et lui, donc une très grande TikTokeuse, la plus grande influenceuse française, et elle était passée sur je sais plus sur quelle émission à la télé, elle a été invitée, et du coup je lui ai montré et je lui ai dit elle a commencé, elle a réussi sur TikTok, et c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui sur le plateau télé, et que son manager c'est Baptiste Jabiconi, et voilà.
elle a réussi grâce à TikTok. Elle fait, ah ouais, bah, continue, machin. Et elle commence à me donner plein de conseils, comme si elle était experte en TikTok. Enfin, voilà. Mais, tout de suite, bah, quand elle a vu que, bah, on pouvait réussir avec ça, bah, elle fait, bon, bah, continue. Et, bah, ça a vite changé de point de vue sur TikTok. Et, moi, j'ai jamais arrêté à cause de ces remarques, de toute façon. Donc, Et, t'aimerais dire quoi aux parents qui nous écoutent et qui ont peut-être pas non plus très bien compris, l'intérêt de TikTok? Je leur dirais quand même qu'ils ont raison de faire attention, parce que... Faut checker quand même ce que nos enfants postent, parce que c'est public par défaut. Oui, bah, je leur conseille déjà de mettre le compte en privé, parce que il y a des vidéos, même s'ils font juste une petite danse comme ça, que tu te dis, bon, de toute façon, j'ai pas d'abonnés, personne va les voir. L'algorithme TikTok, on sait pas vraiment comment il fonctionne, et moi, j'avais 100 abonnés, et elle a fait 170 000 vues, ma vidéo, je sais même pas pourquoi. Donc, leur enfant peut être vu 170 000 fois, pour aucune raison, mais... et tomber sur n'importe qui, quoi. Donc, faut mettre le compte en privé, comme ça, on est sûr qu'il y a que les gens abonnés au compte qu'on aura accepté qui verront la vidéo. Et après, oui, enfin, faut toujours faire attention et surveiller ce que les enfants y postent. Je reste là-dessus, il me semble que TikTok, tu peux t'y inscrire à partir de 13 ans. On a toujours ce fantasme, cette peur d'inconnus, de pervers qui viennent s'adresser à nos enfants, et pas forcément avec le recul que derrière un avatar ou derrière un nom très gentil, très mignon, peut se cacher un criminel. Déjà, est-ce que tu y as déjà été confronté ? Et au-delà de ça, qu'est-ce que tu dirais aux enfants pour au moins être vigilants ? De pas accepter n'importe qui, parce que même en tant que moi compte public, même les comptes publics, si je ne suis pas la personne en retour, elle peut pas m'envoyer de message en fait. La messagerie TikTok, elle est ouverte que aux personnes qui se suivent mutuellement. Donc faut pas accepter n'importe qui, on va suivre les gens, les grands TikTokers qu'on admire, les gens qu'on connaît, mais pas juste suivre les gens parce qu'ils nous ont suivis pour leur faire plaisir, parce qu'on sait pas qui y a derrière. Et à partir du moment où tu les suis, ils peuvent rentrer en contact avec nous. Donc, voilà. Ce que je peux conseiller, c'est de suivre que les personnes qu'on connaît et en qui on a confiance. Le dilemme algorithmique. Alors Cassandre, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu préfères confier tes achats à ton intelligence artificielle ou un algorithme qui connaît tes goûts, ou alors prendre le temps, quitte à en perdre, pour trouver un produit et peut-être te laisser surprendre ? Moi, je trouve que c'est quand même très pratique, ces histoires d'algorithmes qui nous proposent que les contenus qu'ils considèrent qu'ils peuvent nous intéresser. Mais d'un autre côté, du coup, on se retrouve que avec des choses qui nous intéressent. Donc, c'est très, très facile de nous influencer. Si on craque pas sur le produit du dessus, on craquera sur le produit du dessous. Et donc, c'est du coup plus facile de craquer quand l'algorithme est ciblé et que les produits sont ciblés pour nous. Et du coup, comment tu gères la notion de surprise ? Parce que moi, je me souviens, quand j'avais ton âge, il n'y avait pas Facebook, Instagram, TikTok. J'allais plutôt faire les boutiques avec soit mes copines, soit ma maman. Et c'était au détour d'un rayon que je disais « Ah ouais, ça c'est chouette, je pensais pas trouver ça dans le rayon. » Ah bah ça m'arrive encore, hein. Je flâne encore sur des sites internet, dans les magasins. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, quand je vois une fille que je suis, que ça soit sur Instagram, sur TikTok, et qui dit j'achète la plupart de mes vêtements dans tel ou tel magasin et que j'adore comment elle est habillée, bah, je vais plus me cibler du coup vers les magasins chez qui elle va. Donc Alors, on arrive dans notre rubrique Le Grand Swipe. On a décidé aujourd'hui, avec toi, Cassandre, de focuser ce swipe sur l'amour et la rencontre entre réseau et réalité. Le principe du swipe, il est simple. On te pose des questions. Tu connais, t'étais sur Tinder. Je la redis pour nos auditeurs. Bien sûr. On te pose des questions. Si tu ne veux pas y répondre, tu dis swipe. Et quand t'en as marre de répondre à cette question-là, que tu veux qu'on change de sujet, tu dis swipe. Swipe.
Oui, on était assez curieux de savoir comment finalement le digital aujourd'hui prend une place particulière ou pas dans le jeu de la séduction, de la vie amoureuse quotidienne, voire même de la rupture. Peut-être déjà sur cette drague et distance, tu le disais en introduction, tu es sur Tinder, ça pose plein de questions sur Elle était. Tu étais, enfin, je sais pas, J'ai fait un célibataire moi sinon. Mais tiens, voilà, première question. À quel moment on décide de quitter Tinder quand on a rencontré quelqu'un par ce biais-là? Est-ce que c'est un contrat commun de quitter Tinder en même temps? Est-ce que c'est un contrat avec soi-même? Voilà, ce sera du coup ma première question. C'était pas celle que j'avais prévue. Moi, j'ai quitté Tinder. J'étais pas encore avec lui, mais parce qu'en fait, on se parlait pendant le confinement. Et je savais que après le confinement, on allait se voir et je voulais nous laisser une chance parce que je savais pas du tout si une fois qu'on se serait vu, ça se trouve, on se serait dit en fait non, pas du tout. Et mais je voulais quand même nous laisser une chance et je voulais pas continuer de recevoir des messages à droite à gauche. Non, je m'étais vraiment concentrée sur lui. Je me suis dit au pire, si ça marche pas, j'y retournerai ou pas. Mais non, j'avais désinstallé Tinder avant de me mettre avec lui. Après, je sais pas quand lui il l'a fait, mais je sais que quand on a commencé à sortir ensemble, il l'avait déjà désinstallé, je sais pas depuis quand. Mais... Et c'est le confinement qui t'a fait télécharger Tinder? Retélécharger, oui. Mais télécharger, non, c'était pendant les vacances de Noël, donc juste avant, parce que avec mon ancien copain, c'était terminé. Et ma cousine m'a fait télécharge Tinder. Non, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Tinder, non. Je sais pas du tout mon délire. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qui te retenait? Les mecs un peu lourds dans mes DM Instagram, j'en ai déjà assez, quoi. J'ai pas envie de m'en rajouter sur Tinder. Voilà, je me suis dit, ça va être le même genre de personne sur Tinder, un gros lourd qui t'envoie des messages. Et finalement, j'ai installé, ma cousine, elle m'a dit, mais si, mais tu verras, il y a des beaux mecs, machin. Puis j'étais avec elle physiquement à ce moment-là, j'étais en vacances chez elle. Donc, elle avait installé depuis quelques semaines. Donc, je me suis dit, bon, allez, de toute façon, j'installe. Dans une semaine, je suis même plus au même endroit. Donc, les gens que je vais localiser autour de moi, je pourrais même jamais les voir. Donc, bon, ça lui fait plaisir. On va s'amuser une semaine. Donc, après, j'ai fini par désinstaller. J'ai réinstallé parce que je me suis dit, c'est cool. J'avais quand même eu des conversations intéressantes avec, même si je les ai jamais vues, il y avait quand même des échanges intéressants. Donc, j'ai réinstallé, donc, en février après. Et, les boîtes étaient encore ouvertes. Je m'étais fait vraiment des amis. Je savais que ça allait pas aller plus loin, mais c'était des amis et on allait en boîte j'ai fini par désinstaller parce que de toute façon les boîtes avaient fermé, j'avais plus contact avec eux du coup et puis quelques jours après le début du confinement, j'ai réinstallé et vraiment juste 24 heures et après ça m'avait saoulée. Et j'ai eu le temps de matcher avec lui et on avait déjà commencé à parler en 24 heures. Hors période de confinement, dans les gens que tu côtoies, tes amis, les amis de tes amis, est-ce qu'aujourd'hui on se rencontre quand même plus facilement, alors pas forcément d'ailleurs sur des apps de rencontre, mais sur le digital que dans des échanges de la vie quotidienne in real life? J'aime pas, ça se dit encore, ça fait pas vieux dans la vraie vie. Là, à l'époque actuelle, tout de suite maintenant, du coup, c'est digital, je pense, parce que il n'y a plus trop d'endroits pour sortir et se rencontrer. Mais sinon, non, je pense que ça dépend vraiment des personnes aussi. Il y en a qui sont pas du tout branchés réseaux sociaux, qui vont pas aller engager des conversations avec des gens qu'ils connaissent pas. Mais toi, ça t'est déjà arrivé de nouer des amitiés digitales? Non, il y a des abonnés avec qui je parle régulièrement, qui m'envoient souvent des messages. Voilà, je sais que, si elles vont pas bien, elles peuvent m'envoyer un message, je leur réponds, je suis là pour eux. Je m'entends bien, il y a des abonnés avec qui je m'entends bien, mais des amitiés, de là dire amitié, non, parce que moi, si demain je vais pas bien, c'est pas vers eux que je me tourne, c'est vers des amis qui ont rien à voir avec les réseaux sociaux que j'ai rencontrés dans la vraie vie. Donc non. Non, je pense. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que si elles ou ils ne vont pas bien, ils peuvent compter sur moi. Est-ce qu'il y a une charge pour toi de te dire il faut que je sois à la hauteur, il faut que je leur réponde? Oui. Ils comptent sur moi. Oui. Oui. Il y a des fois, je mets même plusieurs jours à ouvrir mon message parce que je sais très bien que je vais devoir être là pour la personne et que là, j'ai pas spécialement de temps ou l'envie. Mais je le fais toujours parce que dans mes stories, je suis toujours en train de dire que je suis là pour les gens, il y a pas de souci et ça me fait plaisir. Mais bon, il y a des fois,
j'ai aussi besoin d'être là pour moi et que bon, je suis pas là non plus à devoir sauver la vie de tout le monde. Mais oui, je réponds toujours quand les gens vont pas bien, même si ça prend une semaine, je réponds. Je vois le temps qui file là, mais toujours sur ces réflexions amoureuses à l'heure du digital et des réseaux sociaux. Pour conclure, peut-être on peut parler de rupture. Moi, je me rappelle qu'avant sur Facebook, je sais même pas si t'es passé par ce réseau social, mais t'inscrivais quand t'étais en relation avec quelqu'un, et quand l'histoire se terminait, du coup c'était un double drame. C'était fini, et puis deux, surtout ça s'affichait en grand sur le fil d'actualité de la terre entière, en tout cas de tes contacts, et donc tout le monde était au courant, et c'était particulièrement douloureux aussi ce passage officiel de dire en ligne, nous ne sommes plus ensemble. Est-ce que c'est aujourd'hui, comment on gère la rupture en ligne? Moi, mon ancien copain, les abonnés qui me suivaient vraiment savaient que j'étais avec lui, parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais il apparaissait jamais dans mes stories, dans mes posts. On le voyait pas. Il existait, mais eux, ils le voyaient pas. Donc, je l'ai dit une fois que c'était terminé, et puis de toute façon, ça allait pas leur changer grand-chose, quoi. Donc, ma rupture. Après, mon copain actuel, j'espère que j'aurai pas à le faire. Mais ça te parle le mot ghosting? Quand du jour au lendemain, en ligne, plus de nouvelles. C'est-à-dire que les gens ne répondent plus à leur téléphone, te bloquent sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Au-delà du fait que ça t'est peut-être arrivé, comment tu ressens cette capacité en ligne à dire plus rien? Ça m'est déjà arrivé, oui. Je sortais d'une rupture et je commençais à me rapprocher de quelqu'un, mais de manière totalement virtuelle. Et je savais pas où ça allait nous mener, mais ça me consolait sur le moment. Et vraiment, 2 semaines après, plus rien. Et il est revenu 3 mois après, comme une fleur, mais non, tu m'intéresses plus, quoi. Mais c'est dur à gérer. Sachant que je sortais en plus d'une rupture et que je lui parlais parce que ça me faisait du bien de lui parler, du coup j'avais un peu comme une double rupture à gérer, quoi. Mais du coup, dans ce contexte-là, oui, ça a été compliqué. Après, je sais pas si c'est aidé dans un autre contexte, comment je l'aurais. Et est-ce qu'il y a des codes de la relation amoureuse sur les réseaux? Dans le sens, je sais pas, si tu aimes bien quelqu'un, est-ce que c'est commencer à commenter plus souvent ses photos, est-ce qu'envoyer des DM, est-ce que à quel moment on passe avec le numéro de téléphone, est-ce qu'il y a des règles comme ça, ou même tu peux peut-être en discuter avec tes copines de ces sujets-là, ou ça se fait pas, tu vas lui envoyer. Ça se fait plutôt de manière très spontanée. Après, moi, je sais, oui, on est déjà, avec mon copain, on est passé de Tinder à Instagram très rapidement parce que, j'ai installé. Grand pas dans votre relation. Donc, c'était Tinder, Instagram, et seulement après son numéro de téléphone? Et après, ça a été Snap aussi, parce que c'était plus pratique. Ouais. Et après, c'est le numéro de téléphone quand il a eu besoin. Mais, même encore aujourd'hui, on se parle quasiment que sur Snapchat. Donc, le numéro de téléphone, c'est vraiment quand on a besoin de s'appeler. Mais, c'est rare qu'on l'utilise. Tu nous as dit que tu avais une petite sœur, mais qui est grande maintenant, parce qu'elle a 18 ans, mais demain tu vas enseigner à des enfants. Qu'est-ce que tu aimerais délivrer comme message par rapport au digital, par rapport à l'utilisation des écrans, par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux? C'est pas à bannir du tout, parce que je sais qu'on entend que du mal, enfin pas que du mal, mais on blâme beaucoup les réseaux sociaux, la technologie dans l'éducation, mais moi je trouve que c'est pas du tout à blâmer, parce que moi par exemple pour réviser mon bac, Internet m'a beaucoup aidé. Je regardais des cours en ligne sur YouTube parce que c'était pas mieux expliqué, mais c'était expliqué différemment, et ça permet de revenir sur des points que t'as pas spécialement compris en cours et que tu comprendras tu comprendras mieux si c'est expliqué différemment. Et non, je pense que ça sera mon travail d'enseignante, de repérer les bonnes chaînes à suivre sur les réseaux sociaux, donc les chaînes YouTube ou les comptes Instagram qui donnent des bons conseils, etc. Tu pourrais peut-être créer la tienne? Oui, pourquoi pas. Mais même si je crée la mienne, il y a toujours d'autres personnes qui font du très bon contenu aussi, qui peut compléter le mien. Et du coup, ça sera mon rôle de les orienter vers ce qui pourra les aider.
et pas du tout de leur dire non, elle est pas sur les réseaux, c'est bourré de bêtises. Mais non, ça sera à moi de les orienter et de leur dire où faut pas aller aussi. Donc je sais que moi, quand j'étais au collège, j'étais beaucoup pas de Wikipédia surtout. Mais aujourd'hui, quand on est plus grand, on arrive à filtrer, on peut y aller sans tomber dans le panneau. Mais il faut éduquer aussi par rapport à ça. Oui, bah oui. Oui. Et qu'est-ce qui, selon toi, les parents ou les grands adultes d'aujourd'hui n'ont pas compris par rapport au digital et aux écrans? Eux, ils n'ont pas grandi avec, donc ils comprennent pas. Je pense qu'ils n'ont pas encore compris pourquoi. Enfin, nous, on y est dépendants, alors que eux, ils ont très bien réussi à vivre sans et à grandir sans ça. Voilà, on est dans une autre génération et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui passent par la technologie, par les écrans, les réseaux sociaux. Et il faut savoir prendre le savoir où il est. Et après, c'est aux parents et aussi aux enseignants et aux adultes d'orienter les jeunes adultes ou les enfants vers des bons contenus et ce qui peut les aider, plutôt que de leur dire non, surtout pas ça, parce qu'après ils vont aller chercher eux-mêmes ce qu'ils pourraient regarder, ils vont pas toujours tomber sur les bonnes choses. Et donc voilà, c'est à nous. Finalement, il y a tant d'écrans et tant d'écrans. C'est ça. Il y a tant d'écrans. Et il y a tant d'écrans. À ton avis, Cassandre, on arrive vers la fin de cet épisode, et à ton avis, qu'est-ce qu'on devrait faire, nous, pour faire connaître ce podcast ? Déjà, je peux vous partager sur les réseaux sociaux. Oh, avec grand plaisir. Mais le faire connaître, je sais pas. J'ai pas des recettes miracles non plus, mais par exemple, interroger des personnes qui ont déjà pas mal d'abonnés, genre comme vous le faites avec moi aujourd'hui. Bon, à leur échelle, il y en a qui en ont moins en plus, et leur demander de partager et de faire parler autour d'eux du podcast. Et ce que je ferai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Mais j'en profite pour passer un appel. On allait te chercher parce qu'effectivement, tu avais pas mal d'abonnés sur TikTok. On cherche aussi un jeune, donc avis aux amis d'amis, enfants d'enfants, de copains, de peu importe. On aimerait bien trouver quelqu'un qui n'a pas accès à Internet là où il habite. Ok. Voilà, ça va être compliqué à trouver, mais on serait ravis de pouvoir échanger avec lui. Ou elle. Ou elle. Et si tu devais écrire le tweet de l'émission? Alors, je suis pas du tout sur Twitter déjà. Alors non, bon, alors on va faire plus simple. Si tu devais donner des hashtags pour cette émission. Hashtag libre parole, parole libre, dans l'ordre que vous voulez. En verlan. Je suis pas la pro des hashtags non plus. En tout cas, hashtag merci Cassandre. Peut-être on pourrait proposer, comme Marilyn n'est pas là et que c'est une grande fan de TikTok, il y a un défi du moment que tu aimerais lui lancer, ou une chanson sur laquelle tu aimerais la voir danser. Il y a Kabaya qui m'a lancé, la marque Kabaya qui m'a lancé un défi ils ont créé une nouvelle danse pour faire découvrir leurs super chaussettes de couleur. Et j'ai beaucoup sué ce matin. Donc franchement, si elle arrive à faire mieux que moi, bravo. Bon Marilyn, tu sais ce qu'il te reste à faire. À tes chaussettes. À tes chaussettes. Merci Cassandre. Merci à vous.